Le réveil de l'autonomie. Comment Spinoza détruit les chaînes de la prospérité? Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation d'être prisonnier de votre propre succès, de posséder tout ce que vous pensiez désirer, et pourtant de vous sentir vide à l'intérieur? Il y a plus de 3 siècles, un homme extraordinaire avait déjà percé ce mystère qui tourmente encore des millions de personnes aujourd'hui. Cet homme, c'était Baruch Spinoza. Et son histoire va bouleverser votre vision de la richesse, du bonheur et de la liberté. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, donnez un Shype dans les commentaires, cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Mais avant de plonger dans cette aventure intellectuelle fascinante, j'ai une question cruciale pour vous. Que souhaiteriez-vous découvrir de plus sur Spinoza? Ses relations tumultueuses? Ses découvertes révolutionnaires? Ou peut-être ses méthodes secrètes pour atteindre la vraie liberté? Laissez-moi savoir dans les commentaires, car votre curiosité guidera nos prochaines explorations. Imaginez un instant Amsterdam au XVIIe siècle. Les canaux scintillent sous la lumière dorée du soleil couchant. Les marchands comptent leurs florins dans les comptoirs richement décorés. Et partout résonne l'écho de la prospérité. C'est l'âge d'or hollandais, une époque où la richesse semble être la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Pourtant, dans une modeste maison de la Vloyenburg, un jeune homme aux yeux perçants observe cette agitation avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Ce jeune homme, c'est Bento de Spinoza, né le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans la relative tolérance d'Amsterdam. Son père, Miguel de Spinoza, était un commerçant respecté de la communauté séfarade, un homme qui avait réussi à reconstruire sa fortune après les traumatismes de l'exil. Mais le jeune Bento allait bientôt découvrir que la prospérité matérielle de sa famille cachait des vérités beaucoup plus complexes sur la nature humaine. Dès son plus jeune âge, Bento manifestait une curiosité insatiable qui dépassait largement les préoccupations commerciales de son entourage. Pendant que ses camarades de classe se contentaient d'apprendre par cœur les textes religieux traditionnels, lui posait des questions qui mettaient mal à l'aise ses professeurs. Pourquoi les hommes les plus riches de la communauté semblaient-ils aussi les plus anxieux? Pourquoi l'accumulation de biens ne semblait-elle jamais satisfaire complètement ceux qui la poursuivaient? Ces interrogations précoces allaient germer dans son esprit brillant et donner naissance à l'une des philosophies les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale. L'éducation traditionnelle que recevait Spinoza était celle d'un futur marchand. Hébreu, arithmétique, comptabilité et bien sûr une formation religieuse approfondie dans la tradition juive. Mais le jeune homme était secrètement attiré par d'autres horizons intellectuels. Il se procurait clandestinement des ouvrages de philosophie latine, étudiait les mathématiques avec une passion que ses parents ne comprenaient pas, et surtout, il observait. Il observait les comportements de sa communauté, les contradictions entre les enseignements religieux et la réalité quotidienne, les mécanismes psychologiques qui poussaient les gens à rechercher sans cesse plus de richesse et de reconnaissance sociale. Qu'est-ce qui pousse un être humain à sacrifier sa tranquillité d'esprit pour quelques pièces d'or supplémentaires? Cette question allait devenir centrale dans la réflexion spinozienne. Il voyait autour de lui des hommes respectés, financièrement aisés, qui pourtant souffraient d'une angoisse permanente. Ils craignaient de perdre ce qu'ils avaient acquis. Ils enviaient ceux qui possédaient plus qu'eux. Ils se disputaient pour des questions d'héritage. Ils sacrifiaient leurs relations familiales sur l'autel de la réussite commerciale. Le jeune Spinoza commençait à comprendre que la prospérité matérielle, loin d'être la solution aux maux humains, pouvait devenir une prison dorée particulièrement subtile. L'année 1656 marqua un tournant dramatique dans la vie du philosophe.
À seulement 23 ans, Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam par un hérem, une sentence d'exclusion religieuse d'une sévérité exceptionnelle. Mais que s'était-il passé pour justifier une mesure aussi radicale? La réalité est que Bento avait osé remettre en question publiquement certains dogmes fondamentaux de sa religion, mais surtout, il avait commencé à développer une vision de la spiritualité qui menaçait l'ordre social établi. Les autorités religieuses de la communauté avaient d'abord tenté de l'acheter. Elles lui avaient proposé une pension annuelle de 1000 florins à condition qu'il garde ses opinions philosophiques pour lui et qu'il continue à participer aux cérémonies religieuses. 1000 florins, c'était une somme considérable pour l'époque, qui aurait permis au jeune homme de mener une vie confortable, sans se soucier de questions matérielles. Mais voici où l'histoire devient vraiment extraordinaire. Spinoza refusa catégoriquement cette offre. Pourquoi un jeune homme de 23 ans refuserait-il une telle opportunité de sécurité financière? Parce qu'il avait déjà compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Accepter cet argent l'aurait transformé en esclave de ceux qui le lui versaient. Il aurait vendu sa liberté de penser, son autonomie intellectuelle, son droit à chercher et à exprimer la vérité. Pour Spinoza, cette transaction apparemment avantageuse était en réalité le piège parfait de la fausse prospérité. Le jour de son excommunication, le 27 juillet 1656, les dirigeants de la communauté prononcèrent contre lui des mots d'une violence inouïe. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne pas, que la colère et l'indignation de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Ces paroles terrifiantes étaient destinées à briser psychologiquement le jeune rebelle, à le forcer à implorer son pardon et à revenir dans le giron de l'orthodoxie. Mais connaissez-vous la réaction de Spinoza? Il écouta calmement cette tirade haineuse, puis il répondit avec une sérénité qui stupéfia l'assemblée. « Fort bien, cela ne me force à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale. » Cette réponse révèle déjà la profondeur de la transformation intérieure que Spinoza avait opérée. Il n'était plus esclave de l'opinion des autres. Il ne dépendait plus de leur approbation pour se sentir en paix avec lui-même. L'excommunication, qui était censée être le pire châtiment imaginable, se transformait en libération. En perdant sa place dans la communauté, en renonçant à l'héritage familial qui l'attendait, en acceptant de devenir socialement et économiquement vulnérable, Spinoza avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, sa liberté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car maintenant commence la partie la plus fascinante. Comment un jeune homme excommunié, privé de ressources financières, va-t-il non seulement survivre, mais développer l'une des philosophies les plus influentes de tous les temps? Après son excommunication, Spinoza dut reconstruire entièrement sa vie. Il quitta Amsterdam pour s'installer d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg et finalement à La Haye. Mais comment subvenait-il à ses besoins? Voici un détail extraordinaire qui révèle toute la cohérence de sa philosophie. Il devint polisseur de lentilles optiques. Ce choix de métier n'était pas du tout aléatoire. Pensez-y un instant. Quel métier pourrait être plus symbolique pour un philosophe qui consacrait sa vie à clarifier la vision que nous avons de la réalité? Spinoza polissait littéralement les instruments qui permettaient aux gens de mieux voir, et métaphoriquement, il polissait les concepts philosophiques pour permettre à l'humanité de mieux comprendre sa propre nature. Chaque lentille qu'il façonnait de ses mains était une métaphore de son travail intellectuel. Enlever les impuretés, corriger les déformations, créer la transparence parfaite. Mais ce métier avait un autre avantage crucial. Il procurait à Spinoza une indépendance économique totale. Il ne dépendait d'aucun mécène, d'aucune institution, d'aucun pouvoir politique ou religieux. Ses revenus étaient modestes mais suffisants, et surtout, il lui appartenait complètement.
Cette Combien indépendance d'intellectuels matérielle de son époque était la condition étaient contraints de nécessaire de flatter son leur indépendance protecteur, intellectuelle, de modérer leurs opinions pour ne pas perdre leur pension, de censurer leurs propres pensées pour conserver leur position sociale. Spinoza, lui, avait choisi la voie inverse. Une vie simple et laborieuse qui lui garantissait une liberté de pensée absolue. Pendant ces années d'exil volontaire, Spinoza développait sa philosophie révolutionnaire. Ses voisins le voyaient comme un homme tranquille et discret, qui travaillait dans son atelier le jour et étudiait le soir à la lueur des chandelles. Ils ne se doutaient pas que cet homme silencieux était en train de formuler des idées qui allaient ébranler les fondements de la civilisation occidentale, car que découvrait Spinoza dans ses méditations solitaires? Il comprenait progressivement que la source de tous nos malheurs ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre ignorance de notre propre nature. Les hommes souffrent parce qu'ils cherchent leur bonheur là où il ne peut pas se trouver. Ils accumulent des richesses en espérant acheter la sérénité. Ils poursuivent les honneurs en croyant que la reconnaissance sociale apportera la paix intérieure. Ils se battent pour des possessions matérielles en imaginant que la sécurité matérielle équivaut à la vraie sécurité. Mais pourquoi ces stratégies échouent-elles systématiquement? Spinoza avait découvert la réponse. Parce qu'elles nous rendent dépendants de facteurs qui échappent complètement à notre contrôle. La richesse peut être perdue du jour au lendemain. Les honneurs peuvent se transformer en déshonneurs. Les possessions peuvent être détruites ou volées. Construire son bonheur sur de telles bases, oser bâtir sur du sable. L'intuition géniale de Spinoza était de comprendre qu'il existe en nous quelque chose d'indestructible, quelque chose qui ne peut être ni donné ni retiré par autrui. Notre capacité à comprendre, à aimer, à nous développer intérieurement. Cette capacité, il l'appelait notre essence ou notre conatus, cette force vitale qui nous pousse naturellement vers notre épanouissement authentique. Mais attention, ne croyez pas que Spinoza prônait une forme d'ascétisme ou de renoncement au monde matériel. Non, sa vision était beaucoup plus subtile et plus révolutionnaire. Il ne s'agissait pas de fuir la prospérité, mais de transformer notre rapport à elle. Au lieu de chercher la sécurité dans l'accumulation de biens, pourquoi ne pas développer une forme de prospérité qui ne peut jamais nous être retirée? Cette prospérité intérieure, Spinoza la décrivait avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. Il parlait de la joie qui naît de la compréhension, de la force qui vient de l'acceptation de sa propre nature, de la liberté qui découle de la connaissance des lois qui régissent notre existence. Ces richesses-là, personne ne peut vous les voler. Elles grandissent quand on les partage. Elles se multiplient quand on les utilise. Elles nous appartiennent d'autant plus qu'on les offre généreusement aux autres. Pendant des années, Spinoza développait ses idées dans le plus grand secret. Il correspondait avec quelques amis philosophes. Il rédigeait des textes qu'il n'osait pas publier. Il affinait sa compréhension de la nature humaine à travers ses observations quotidiennes. Car n'oublions pas qu'il vivait parmi les gens ordinaires, qu'il côtoyait des artisans, des bourgeois, des domestiques, des marchands. Il n'était pas enfermé dans une tour d'ivoire académique, mais plongé dans la réalité sociale de son époque. Cette proximité avec la vie quotidienne donnait à sa philosophie une dimension pratique extraordinaire. Quand Spinoza parlait des passions humaines, ce n'était pas de la théorie abstraite, mais le fruit d'observations précises. Il avait vu des hommes se détruire par cupidité, des femmes se flétrir dans l'envie, des familles se déchirer pour des questions d'héritage. Il avait observé les mécanismes psychologiques qui transforment la prospérité matérielle en prison spirituelle. Mais il avait aussi vu autre chose. Il avait rencontré des personnes qui, malgré des moyens modestes, rayonnaient d'une joie authentique. Des artisans qui trouvaient un plaisir profond dans leur travail bien fait. Des mères qui découvraient une richesse infinie dans l'amour de leurs enfants. Des amis qui partageaient leurs connaissances avec une générosité qui les enrichissait mutuellement. Ces observations concrètes nourrissaient sa réflexion théorique et lui donnaient la certitude qu'une autre forme de prospérité était possible. L'année 1670 marque un tournant décisif dans la carrière philosophique de Spinoza.
C'est l'année où il publie anonymement le Traité théologico-politique, son premier ouvrage majeur destiné au grand public. Pourquoi ce livre était-il si révolutionnaire qu'il dut être publié sans nom d'auteur? Parce qu'il s'attaquait frontalement à l'une des institutions les plus puissantes de son époque. L'Église et son monopole sur l'interprétation des textes sacrés. Mais ne vous méprenez pas sur les intentions de Spinoza. Il ne cherchait pas à détruire la spiritualité, bien au contraire. Il voulait la libérer des manipulations politiques et commerciales qui la dénaturaient. Car qu'observait-il autour de lui? Il voyait des dirigeants religieux qui utilisaient la peur de la damnation pour contrôler les foules, qui vendaient des indulgences contre de l'argent, qui promettaient des récompenses matérielles en échange de soumission spirituelle. Cette commercialisation de la spiritualité révoltait profondément Spinoza. Comment peut-on prétendre représenter l'infini divin tout en se comportant comme des marchands cupides? Comment peut-on enseigner l'amour désintéressé tout en exploitant la crédulité des fidèles pour s'enrichir? Ces contradictions criantes montraient, selon lui, que les institutions religieuses étaient devenues partie intégrante du système de fausse prospérité qu'il dénonçait. Dans son traité, Spinoza développait une méthode révolutionnaire pour lire les textes sacrés. Au lieu de les interpréter comme des recueils de vérités révélées qu'il faudrait croire aveuglément, il proposait de les étudier comme des documents historiques, produits par des hommes dans des contextes particuliers et porteurs d'un message spirituel qu'il faut déchiffrer avec intelligence et discernement. Cette approche était extraordinairement libératrice. Elle rendait à chaque individu la responsabilité de sa propre compréhension spirituelle, au lieu de la déléguer à des autorités externes. Elle permettait de distinguer l'essence universelle des enseignements religieux, l'amour, la justice, la compassion, de leurs formulations historiques particulières, les rituels, les dogmes, les institutions. Mais surtout, cette méthode révélait quelque chose de fondamental sur la nature de la vraie prospérité spirituelle. Elle ne peut jamais être reçue passivement de l'extérieur, elle doit être conquise activement par l'effort personnel de compréhension et d'intégration. Personne ne peut vous donner la sagesse comme on vous donnerait une pièce de monnaie. La sagesse doit être cultivée, développée, approfondie par un travail patient et persévérant. Connaissez-vous la réaction que provoqua ce livre? Il fut immédiatement interdit dans la plupart des pays européens, placé à l'index par l'Église catholique, dénoncé par les pasteurs protestants, condamné par les rabbins juifs. Toutes les autorités religieuses, pourtant divisées sur tant d'autres questions, s'accordaient pour considérer Spinoza comme un danger public. Mais pourquoi cette unanimité hostile? Parce que Spinoza s'attaquait à la racine même de leur pouvoir, leur prétention à détenir le monopole de la vérité spirituelle et leur capacité à exploiter cette prétention pour maintenir leur domination sociale et économique. En rendant chaque individu responsable de sa propre recherche spirituelle, ils sapaient les fondements de leur autorité. L'interdiction du livre ne fit qu'accroître sa diffusion clandestine. On se l'arrachait dans les salons intellectuels, on le copiait à la main, on le traduisait en secret dans toutes les langues européennes. Cette diffusion souterraine créait autour de Spinoza une aura de mystère qui amplifiait l'impact de ses idées. Mais l'histoire la plus extraordinaire de cette époque concerne la réaction des autorités politiques hollandaises. Car contrairement aux autorités religieuses, certains dirigeants politiques comprenaient la valeur des idées spinoziennes pour la stabilité sociale. Jean de Witt, le grand pensionnaire de Hollande, était secrètement favorable aux thèses de Spinoza, car il y voyait un moyen de réduire l'influence politique du clergé. Cette situation paradoxale illustrait parfaitement l'une des intuitions centrales de Spinoza sur les mécanismes du pouvoir. Les institutions dominantes ne craignent pas tant les critiques frontales que les idées qui révèlent l'arbitraire de leur domination. En montrant que la spiritualité authentique ne dépend d'aucune autorité externe, Spinoza dévoilait le caractère artificiel et intéressé de nombreuses prétentions cléricales. Pendant cette période tumultueuse, Spinoza continuait sa vie tranquille de polisseur de lentilles et de philosophe clandestin.
Il recevait dans sa modeste maison de La Haye quelques visiteurs triés sur le volet, des médecins curieux de ses théories sur les rapports entre corps et esprit, des mathématiciens intéressés par ses méthodes de démonstration géométrique, des diplomates soucieux de comprendre ses analyses politiques. Ces conversations informelles étaient pour Spinoza un laboratoire précieux où il testait ses idées, affinait ses arguments, découvrait les résistances psychologiques que suscitaient ses propositions. Car il se rendait compte que ces concepts, même logiquement irréfutables, se heurtaient souvent à des blocages émotionnels profonds chez ses interlocuteurs. Pourquoi est-il si difficile d'accepter que notre bonheur ne dépend pas de facteurs externes ? Pourquoi résistons-nous si fort à l'idée que nous pourrions être heureux indépendamment de notre niveau de richesse, de notre statut social ou de la reconnaissance que nous recevons des autres ? Spinoza découvrait que ces résistances révélaient quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de l'ego humain. L'ego, selon Spinoza, est cette partie de nous-mêmes qui se construit par comparaison avec autrui et par accumulation de signes extérieurs de valeurs personnelles. L'ego a besoin de posséder plus que les autres pour se sentir important. Il a besoin d'être reconnu et admiré pour se sentir exister. Il a besoin de contrôler son environnement pour se sentir en sécurité. Toutes ces stratégies égotiques créent une dépendance permanente vis-à-vis de facteurs qui échappent largement à notre contrôle. La révolution spinozienne consiste à découvrir en nous une autre source d'identité et de valeur personnelle, notre essence authentique, cette dimension de nous-mêmes qui existe indépendamment des comparaisons sociales et des possessions matérielles. Cette essence se manifeste through notre capacité d'amour, notre soif de connaissance, notre créativité, notre aptitude à contribuer au bien commun. Mais comment cultiver cette dimension authentique de nous-mêmes dans un monde qui valorise avant tout l'accumulation et la compétition? C'est à cette question pratique que Spinoza consacrait l'essentiel de ses réflexions pendant ses années de maturité. Il élaborait ce qu'on pourrait appeler une pédagogie de la libération intérieure, un ensemble de méthodes et d'exercices spirituels pour se défaire progressivement des illusions de l'ego et découvrir sa vraie nature. Cette pédagogie comportait plusieurs dimensions. D'abord, un travail de lucidité sur ses propres motivations. Apprendre à distinguer les désirs qui viennent de notre essence authentique de ceux qui sont artificiellement créés par les pressions sociales. Ensuite, un développement de la capacité d'observation et de compréhension rationnelle des mécanismes humains. Plus nous comprenons pourquoi nous agissons comme nous agissons, plus nous devenons libres de choisir nos réactions. Enfin, et c'est peut-être l'aspect le plus révolutionnaire, une pratique de ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel. Cette forme d'amour qui naît de la compréhension profonde et qui nous relie harmonieusement à la totalité de l'existence. Cet amour intellectuel n'est pas un sentiment émotionnel passager, mais un état de conscience stable qui transforme notre rapport au monde. Les visiteurs de Spinoza étaient souvent frappés par la sérénité qui émanait de sa personne. Voici un homme qui avait renoncé à tous les avantages sociaux conventionnels, la reconnaissance religieuse, l'héritage familial, les honneurs académiques, la richesse, et qui pourtant rayonnait d'une joie paisible que n'arrivaient pas à atteindre beaucoup de ses contemporains beaucoup plus fortunés. Cette transformation personnelle de Spinoza était la meilleure preuve de la validité pratique de sa philosophie. Il incarnait littéralement ses propres théories. Il était devenu un exemple vivant de ce qu'il décrivait conceptuellement. Sa vie elle-même était un argument philosophique, une démonstration par l'exemple qu'une autre forme de prospérité était réellement possible, mais l'année 1672 allait mettre cette sérénité à rude épreuve. C'est l'année du terrible assassinat des frères de Witt par une foule en délire. Jeanne et Cornelis de Witt, les dirigeants politiques qui protégeaient discrètement Spinoza et assuraient la relative tolérance religieuse des Provinces-Unies, furent massacrés par des fanatiques qui les accusaient de tous les maux du pays. Quand Spinoza apprit cette nouvelle, il fut pris d'une rage si intense qu'il voulut sortir dans la rue avec une pancarte portant l'inscription « Ultimi Barbarorum »,
les derniers des barbares, pour protester contre cet acte de barbarie. Heureusement, son logeur l'en empêcha de force, lui sauvant probablement la vie. Cette réaction passionnée révèle un aspect souvent méconnu de la personnalité de Spinoza. Loin d'être un sage détaché de tout, c'était un homme profondément engagé dans les enjeux de son époque, incapable d'indignation authentique face à l'injustice et à la bêtise humaine. Sa philosophie de la sérénité n'était pas une forme d'indifférence, mais le fruit d'une compréhension lucide qui permettait d'agir efficacement sans être paralysé par l'émotion. Car qu'est-ce que révélait cet épisode tragique? Il montrait que les forces de l'ignorance et de la superstition demeuraient puissantes, qu'elles pouvaient à tout moment détruire les fragiles acquis de la tolérance et de la raison. Il confirmait l'analyse spinozienne sur les dangers de la manipulation des foules par des leaders irresponsables qui exploitent les peurs et les frustrations populaires à des fins politiques. Mais cet événement dramatique eut aussi pour effet de renforcer la détermination de Spinoza à achever son œuvre philosophique majeure. Il comprenait que le temps lui était peut-être compté, que les forces obscures qui venaient de triompher pourraient bientôt s'en prendre à lui également. Il fallait donc urgence transmettre à la postérité l'essentiel de ses découvertes sur la nature humaine et les conditions de la vraie liberté. C'est dans ce contexte tendu qu'il intensifia son travail sur l'éthique, son chef-d'œuvre philosophique qu'il rédigeait depuis des années avec un soin méticuleux. Ce livre, il le concevait comme son testament spirituel, la synthèse de toutes ses découvertes sur les moyens de se libérer des illusions qui maintiennent l'humanité dans la servitude. La méthode qu'il adopta pour ce livre était révolutionnaire. Au lieu d'écrire un essai littéraire traditionnel, il choisit de présenter ses idées sous la forme de propositions géométriques avec des définitions, des axiomes, des théorèmes et des démonstrations rigoureuses. Pourquoi ce choix apparemment aride? Parce qu'il voulait montrer que les vérités sur la nature humaine peuvent être établies avec autant de certitude que les vérités mathématiques. Cette approche géométrique avait aussi l'avantage de forcer le lecteur à suivre un raisonnement progressif étape par étape, au lieu de se laisser emporter par ses préjugés émotionnels. Spinoza savait que ses conclusions allaient choquer beaucoup de ses contemporains, et il voulait leur offrir un cheminement intellectuel rigoureux qui les amènerait progressivement à accepter des vérités d'abord difficiles à admettre, mais derrière cette présentation austère se cachait une passion extraordinaire pour la libération humaine. Chaque proposition de l'éthique était comme un outil forgé avec amour pour aider ses semblables à briser leurs chaînes intérieures. Chaque démonstration était un cadeau offert à l'humanité future, une clé pour ouvrir les serrures de la servitude. Volontaire, au cœur de cette œuvre monumentale se trouvait une intuition fulgurante qui allait révolutionner la compréhension occidentale de la prospérité et du bonheur. Spinoza y démontrait que la vraie liberté ne consiste pas à pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais à vouloir ce qu'on fait en connaissance de cause. Cette distinction apparemment subtile contenait en germe une transformation complète de notre rapport au désir et à la satisfaction. Car qu'est-ce qui nous rend malheureux, selon Spinoza? Ce n'est pas le fait de ne pas obtenir ce que nous désirons, mais le fait de désirer ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tant que nous faisons dépendre notre bonheur de facteurs externes, la richesse, la reconnaissance, l'amour d'autrui, la santé parfaite, l'immortalité, nous nous condamnons à la frustration permanente. La libération commence quand nous apprenons à concentrer nos désirs sur ce qui dépend réellement de nous, notre capacité à comprendre, à aimer, à créer, à nous développer intérieurement, à contribuer au bien commun. Ces capacités-là, personne ne peut nous les retirer, et leur développement ne connaît pas de limite. Cette révolution intérieure ne se fait pas du jour au lendemain. Spinoza décrivait un processus graduel de transformation qui passe par plusieurs étapes. D'abord, la prise de conscience de nos mécanismes de fonctionnement habituels et de leur caractère souvent autodestructeur. Puis, le développement progressif de nouvelles habitudes mentales et émotionnelles plus harmonieuses. Enfin, l'intégration de ces nouvelles façons d'être dans une personnalité unifiée et épanouie.
Ce processus de libération intérieure, Spinoza ne l'avait pas seulement décrit théoriquement, il l'avait vécu personnellement. Sa propre transformation était la preuve vivante que ses idées n'étaient pas de pure spéculation, mais des outils pratiques de développement humain. Si les histoires de transformation profonde vous passionnent autant que moi, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne extraordinaire. Vous ne voudrez manquer aucun de ces moments révélateurs qui peuvent changer le cours de votre existence. Et dites-moi, de quel magnifique coin du monde nous suivez-vous en ce moment? Quelle heure affiche votre montre pendant que nous explorons ensemble ces vérités intemporelles? Si vous êtes sur votre téléphone portable, laissez un #hype dans les commentaires. Cela nous aide énormément à partager ces révélations avec encore plus d'âmes en quête de liberté. Nous voici maintenant plongés dans les années les plus productives et les plus dangereuses de la vie de notre philosophe révolutionnaire. L'Europe traverse une période de bouleversement extraordinaire. Et Spinoza, dans sa modeste demeure de La Haye, s'apprête à livrer au monde des découvertes qui vont ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Mais avant de poursuivre cette aventure intellectuelle fascinante, laissez-moi vous poser une question qui va guider notre exploration. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation d'être observé par une intelligence supérieure? Cette impression troublante que quelqu'un ou quelque chose comprend vos mécanismes les plus secrets, vos motivations les plus cachées, vos peurs les plus intimes, c'est exactement ce que ressentaient les contemporains de Spinoza quand ils découvraient ses analyses psychologiques d'une précision chirurgicale. Car pendant ces années cruciales de 1670 à 1177, Spinoza développait ce qu'on pourrait appeler une anatomie de l'âme humaine, d'une profondeur inégalée. Il disséquait les passions, analysait les mécanismes du désir, cartographiait les territoires obscurs de l'inconscient avec la précision d'un scientifique et la compassion d'un médecin de l'âme. Imaginez la scène. Dans son atelier baigné de la lumière douce qui filtre à travers les lentilles qu'il polit, Spinoza observe non seulement les propriétés optiques du verre, mais aussi les propriétés psychiques de ses visiteurs. Chaque conversation devient pour lui un laboratoire d'observation des comportements humains. Il note comment les gens réagissent quand on remet en question leurs certitudes, ou comment ils se défendent quand on touche à leurs illusions les plus chères, comment ils résistent aux vérités qui pourraient les libérer. Cette période de sa vie est marquée par une découverte révolutionnaire qui va transformer à jamais notre compréhension de la nature humaine. Spinoza réalise que nous ne sommes pas les maîtres conscients de nos désirs et de nos actions comme nous aimons le croire, mais que nous sommes largement déterminés par des forces psychiques dont nous n'avons même pas conscience. Mais attention, ne croyez pas que cette découverte conduise Spinoza au pessimisme ou au fatalisme. Au contraire, elle devient le point de départ d'une libération extraordinaire. Car si nous ne pouvons pas changer le fait d'être déterminés, nous pouvons transformer la nature de ce qui nous détermine. Au lieu d'être esclaves de forces aveugles et destructrices, nous pouvons devenir les collaborateurs conscients de forces intelligentes et créatrices. Cette révolution de la conscience, Spinoza l'appelle le passage de l'imagination à la raison, puis de la raison à l'intuition. Mais que signifient concrètement ces termes apparemment abstraits? Ils décrivent en réalité trois façons radicalement différentes de vivre et de percevoir l'existence. Au niveau de l'imagination, nous vivons dans un monde d'apparence et de préjugés. Nous croyons que notre bonheur dépend de facteurs externes. Nous nous comparons constamment aux autres. Nous sommes ballottés par nos émotions, comme des feuilles mortes par le vent. Cette façon de vivre génère nécessairement souffrance et frustration, car elle nous met en conflit permanent avec une réalité que nous ne comprenons pas. Connaissez-vous cette sensation épuisante d'être constamment en lutte contre vous-même et contre le monde? Cette impression que la vie est une bataille permanente où il faut sans cesse conquérir, défendre, accumuler pour ne pas être écrasé par les autres? C'est précisément ce que Spinoza décrivait comme l'état de servitude caractéristique du niveau imagination. Mais pourquoi restons-nous prisonniers de ce mode de fonctionnement destructeur? Parce que nous ignorons qu'il existe d'autres possibilités. C'est comme si nous passions toute notre vie dans une cave obscure,
sans savoir qu'au-dessus de nous s'étend un monde illuminé par le soleil. La première étape de la libération consiste simplement à découvrir que cette cave n'est pas la totalité de l'existence. Le passage au niveau de la raison marque un tournant décisif dans cette libération. À ce stade, nous commençons à comprendre les lois qui régissent notre fonctionnement psychique et nos relations avec autrui. Cette compréhension nous donne un pouvoir extraordinaire, celui de prévoir, d'anticiper et surtout de choisir consciemment nos réactions au lieu de subir passivement nos impulsions. Spinoza donnait un exemple saisissant de cette transformation. Imaginons quelqu'un qui se met en colère chaque fois qu'on le critique. Au niveau de l'imagination, cette personne vit sa colère comme une réaction automatique et justifiée. Elle pense « c'est normal d'être en colère, on m'a attaqué, je me défends ». Mais au niveau de la raison, cette même personne comprend le mécanisme. Ma colère naît de mon attachement à l'image que j'ai de moi-même. Quand cette image est menacée, je réagis par l'agressivité pour la protéger. Mais cette réaction ne fait que renforcer ma dépendance vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Cette compréhension rationnelle ne supprime pas immédiatement la colère, mais elle la transforme radicalement. Au lieu d'être une passion subie, elle devient une information sur notre fonctionnement interne. Et cette information nous donne le pouvoir de choisir. Voulons-nous continuer à être dépendants de l'opinion d'autrui ? Ou préférons-nous développer une estime de nous-mêmes qui ne dépende que de notre propre jugement? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette première libération. Il décrivait un troisième niveau, encore plus révolutionnaire, l'intuition. À ce niveau, nous ne nous contentons plus de comprendre intellectuellement les mécanismes de l'existence. Nous les vivons directement, nous les ressentons dans notre chair et dans notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que nous cessons de nous percevoir comme des individus séparés et isolés, luttant pour leur survie dans un univers hostile. Nous découvrons expérientiellement que nous sommes des expressions particulières d'une intelligence universelle qui se manifeste à travers nous et à travers tous les êtres. Cette découverte transforme radicalement notre rapport à la prospérité et au bonheur. Au lieu de chercher à accumuler des biens pour nous sécuriser face à un monde perçu comme menaçant, nous réalisons que nous sommes partie intégrante de l'abondance universelle. Notre prospérité véritable ne consiste plus à avoir plus que les autres, mais à exprimer de plus en plus pleinement notre nature authentique. Pendant ces années d'intense créativité intellectuelle, Spinoza recevait dans sa maison de La Haye des visiteurs qui venaient du monde entier pour comprendre ses idées révolutionnaires. Parmi eux, il y avait des médecins intrigués par ses théories sur les relations entre corps et esprit, des mathématiciens fascinés par sa méthode géométrique, des diplomates soucieux de comprendre ses analyses politiques et surtout, des hommes et des femmes en quête de sens, qui cherchèrent des réponses aux questions existentielles les plus profondes. L'un de ces visiteurs les plus remarquables était Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand philosophe et mathématicien allemand. Leur rencontre, en novembre 1676, reste l'un des événements les plus fascinants de l'histoire de la philosophie. Imaginez ces deux génies face à face, discutant pendant des heures des mystères de l'existence et des possibilités de libération humaine. Mais savez-vous ce qui frappait le plus les visiteurs de Spinoza? Ce n'était pas seulement la profondeur de ses idées, mais la transformation visible qu'opérait sa philosophie sur sa propre personne. Voici un homme qui avait renoncé à tous les avantages sociaux conventionnels, qui vivait modestement de son travail manuel, qui était rejeté par sa communauté d'origine et menacé par les autorités religieuses, et qui pourtant rayonnait d'une sérénité et d'une joie que n'arrivaient pas à atteindre beaucoup de ses contemporains, beaucoup plus fortunés. Cette transformation personnelle de Spinoza était la démonstration vivante de la validité pratique de sa philosophie. Il incarnait littéralement ce qu'il enseignait. Il était devenu un exemple concret de ce qu'il décrivait théoriquement. Sa vie elle-même était un argument philosophique, une preuve par l'expérience qu'une autre forme de prospérité était réellement accessible. Mais comment s'opérait concrètement cette transformation?
Quelles étaient les pratiques quotidiennes qui permettaient à Spinoza de maintenir cette sérénité au milieu des turbulences de son époque? Car n'oublions pas que nous sommes dans les années 1670, une période particulièrement troublée de l'histoire européenne, marquée par des guerres religieuses, des persécutions, des révolutions politiques, des épidémies. Spinoza développait ce qu'on pourrait appeler une hygiène mentale, d'une efficacité remarquable. Chaque matin, avant de commencer son travail de polisseur de lentilles, il consacrait du temps à ce qu'il appelait ses exercices de liberté. Ces exercices consistaient à examiner lucidement ses réactions émotionnelles de la veille, à identifier les moments où il avait été esclave de ses impulsions et à réfléchir aux moyens de réagir plus intelligemment dans des situations similaires. Cette pratique d'auto-observation n'avait rien de morbide ou de culpabilisant. Au contraire, elle était empreinte d'une bienveillance et d'une curiosité scientifique. Spinoza se regardait fonctionner avec la même objectivité qu'il observait les propriétés du verre qu'il taillait. Cette attitude lui permettait de découvrir ses mécanismes psychiques sans se juger et donc de les transformer progressivement. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de ces exercices quotidiens était ce que Spinoza appelait l'expansion de la conscience. Au lieu de se concentrer sur ses préoccupations personnelles et ses petits problèmes quotidiens, il s'entraînait régulièrement à élargir sa perspective pour embrasser des réalités de plus en plus vastes. Comment procédait-il concrètement? Il commençait par prendre conscience de sa respiration, de son corps, de l'espace qui l'entourait. Puis il étendait progressivement sa conscience à sa maison, à son quartier, à sa ville, à son pays, à l'Europe, à la Terre, au système solaire, aux étoiles. Cette expansion progressive lui donnait une perspective cosmique qui relativisait immédiatement tous ses soucis personnels. Mais attention, cette pratique ne conduisait pas Spinoza à une forme de détachement indifférent ou d'évasion mystique. Au contraire, elle lui donnait une capacité d'action plus efficace et plus juste. Quand on comprend sa place dans l'ensemble de l'existence, on peut agir de façon plus harmonieuse et plus créatrice. Cette expansion de la conscience avait aussi un effet extraordinaire sur sa perception de la prospérité. Au lieu de voir la richesse comme quelque chose qu'il fallait accaparer aux dépens d'autrui, Spinoza découvrait qu'il participait à une abondance universelle qui se manifestait sous d'innombrables formes. Les couchers de soleil, la beauté d'une démonstration mathématique, la joie d'une conversation enrichissante, l'émotion devant une œuvre d'art, la satisfaction d'un travail bien accompli, toutes ces richesses étaient accessibles à tous sans que personne en soit privé. Cette découverte transformait complètement son rapport à l'argent et aux biens matériels. Il n'éprouvait plus le besoin de les accumuler parce qu'il avait trouvé des sources de richesse infiniment plus satisfaisantes et plus durables. Cette attitude n'était pas le résultat d'un effort moral ou d'une discipline ascétique, mais la conséquence naturelle d'une perception transformée de la réalité. Pendant cette période, Spinoza approfondissait aussi sa compréhension des mécanismes sociaux qui maintiennent l'humanité dans l'illusion de la fausse prospérité. Il observait comment les institutions religieuses, politiques et économiques collaboraient souvent inconsciemment pour créer et maintenir des besoins artificiels qui rendèrent les gens dépendants et manipulables. Cette analyse sociologique était d'une modernité saisissante. Spinoza décrivait déjà ce que nous appellerions aujourd'hui la société de consommation, avec ses mécanismes de création artificielle du désir, sa logique d'obsolescence planifiée, sa tendance à transformer tous les rapports humains en rapports marchands. Mais là encore, cette lucidité critique ne conduisait pas Spinoza à l'amertume ou au pessimisme. Il y voyait plutôt une opportunité extraordinaire. Puisque ces mécanismes sont largement artificiels et inconscients, ils peuvent être transformés par une prise de conscience collective. Il suffit qu'un nombre suffisant de personnes découvrent leur vraie nature pour que commence une révolution silencieuse mais profonde de la civilisation humaine. C'est dans cette perspective que Spinoza rédigeait son chef-d'œuvre, l'Éthique, qu'il concevait comme un manuel pratique de libération humaine. Chaque proposition de ce livre extraordinaire
était comme un outil forgé avec amour pour aider ses contemporains et les générations futures à briser leurs chaînes intérieures. La méthode géométrique qu'il adoptait n'était pas un artifice pédantesque, mais une nécessité psychologique. Spinoza savait que ses conclusions allaient choquer et déranger beaucoup de ses lecteurs, car elles remettaient en question leurs croyances les plus fondamentales sur la nature humaine, la liberté, la moralité, la spiritualité. En présentant ses idées sous la forme de démonstrations rigoureuses, il forçait ses lecteurs à suivre pas à pas un raisonnement logique qui les amenait progressivement à accepter des vérités d'abord difficiles à admettre. Cette progression méthodique était comme un processus thérapeutique qui permettait de surmonter les résistances psychologiques naturelles au changement. Mais derrière cette austérité apparente, se cachait une passion extraordinaire pour la libération humaine. Spinoza ne cherchait pas à impressionner ses lecteurs par son érudition ou sa virtuosité intellectuelle. Il voulait leur offrir des outils concrets pour transformer leur vie, pour passer de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, de l'isolement à la communion. Cette dimension pratique de l'œuvre spinozienne apparaît clairement dans ses analyses des émotions humaines. Au lieu de les condamner moralement ou de chercher à les supprimer, Spinoza proposait de les comprendre pour les transformer. Chaque émotion, même apparemment négative, contenait une information précieuse sur nos besoins profonds et nos possibilités d'épanouissement. Prenons l'exemple de l'envie, cette émotion si destructrice qui empoisonne tant d'existences. L'approche moraliste traditionnelle consiste à culpabiliser ceux qui éprouvent de l'envie et à leur demander de la réprimer par la volonté. Mais cette méthode ne fait qu'aggraver le problème, car elle ajoute la culpabilité à l'envie sans supprimer les causes de cette dernière. Spinoza proposait une approche radicalement différente. Il invitait d'abord à comprendre le mécanisme de l'envie. Cette émotion naît de la comparaison entre notre situation et celle d'autrui, comparaison qui génère un sentiment de manque et d'injustice. Mais pourquoi éprouvons-nous le besoin de nous comparer aux autres? Parce que nous ne connaissons pas notre propre valeur intrinsèque, parce que nous cherchons à l'extérieur la confirmation de notre propre worth. Cette compréhension ouvre immédiatement des perspectives de transformation. Au lieu de lutter contre l'envie, nous pouvons nous demander comment développer une estime de nous-mêmes qui ne dépende pas de la comparaison avec autrui. Comment découvrir notre unicité irremplaçable? Comment cultiver nos propres talents au lieu de regretter de ne pas avoir ceux des autres? Cette approche transforme l'envie en énergie créatrice. Au lieu d'être une force destructrice qui nous ronge de l'intérieur, elle devient un signal d'alarme qui nous indique que nous ne développons pas suffisamment notre propre potentiel. Elle nous pousse vers une forme de prospérité authentique qui consiste à actualiser nos possibilités les plus profondes. Spinoza appliquait cette méthode transformatrice à toutes les émotions humaines. La colère révélait un attachement excessif à notre image de nous-mêmes et nous invitait à développer une identité plus stable et plus authentique. La tristesse signalait un appauvrissement de notre énergie vitale et nous encourageait à retrouver des sources de joie plus profondes. La peur manifestait notre sentiment de vulnérabilité et nous poussait à développer nos capacités de compréhension et d'action. Cette alchimie émotionnelle était l'un des aspects les plus révolutionnaires de la philosophie spinozienne. Elle montrait qu'il n'existe pas d'émotions intrinsèquement bonnes ou mauvaises, mais seulement des énergies qui peuvent être utilisées de façon constructive ou destructrice selon notre niveau de conscience. Mais cette transformation des émotions n'était que le premier niveau d'une métamorphose beaucoup plus profonde que Spinoza décrivait dans son œuvre. À mesure que nous développons notre compréhension de nous-mêmes et du monde, nous découvrons progressivement que notre identité véritable dépasse largement les limites de notre personnalité individuelle. Cette découverte progressive de notre nature universelle était ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Cette expression peut paraître mystérieuse ou désuète, mais elle désigne en réalité une expérience très concrète et très actuelle, celle de se sentir en harmonie profonde avec l'intelligence qui organise l'univers.
Quand nous atteignons ce niveau de conscience, nous cessons de nous percevoir comme des individus isolés et vulnérables luttant pour leur survie dans un monde hostile. Nous découvrons expérientiellement que nous sommes des expressions particulières d'une créativité universelle qui se manifeste à travers nous et à travers tous les êtres. Cette réalisation transforme radicalement notre rapport à la mort, à la souffrance, à l'échec, à tous ces aspects de l'existence qui nous effraient habituellement. Non pas parce que nous les nions ou les fuyons, mais parce que nous les comprenons comme des aspects nécessaires d'un processus créateur qui nous dépasse et nous inclut à la fois. Cette perspective transforme aussi complètement notre conception de la prospérité. Au lieu de chercher à accumuler des biens pour nous protéger de l'incertitude existentielle, nous réalisons que nous participons à une créativité inépuisable qui se renouvelle constamment. Notre richesse véritable consiste à exprimer de plus en plus pleinement cette créativité universelle à travers nos talents particuliers, nos relations, nos contributions à la vie collective. Pendant ces années d'intense création philosophique, Spinoza développait aussi une vision politique révolutionnaire qui prolongeait naturellement sa psychologie et sa spiritualité. Si les individus peuvent se libérer de leurs illusions destructrices, pourquoi les sociétés ne pourraient-elles pas faire de même? Pourquoi l'humanité devrait-elle rester prisonnière de systèmes économiques et politiques qui génèrent souffrance et injustice? Cette réflexion politique conduisait Spinoza à imaginer des formes d'organisation sociale qui permettraient l'épanouissement authentique de tous les êtres humains au lieu de privilégier seulement une élite dominante. Il rêvait de sociétés où la vraie prospérité, celle qui inclut le bien-être matériel, mental, relationnel et spirituel, serait accessible à tous. Mais comment réaliser concrètement cette vision utopique? Spinoza comprenait que la transformation sociale devait nécessairement commencer par la transformation individuelle. Tant que les êtres humains resteraient prisonniers de leurs illusions égotiques, ils reproduiraient nécessairement des systèmes sociaux basés sur la domination, l'exploitation et la compétition destructrice. C'est pourquoi il consacrait l'essentiel de son énergie à l'élaboration d'une pédagogie de la libération individuelle. Il pensait qu'une masse critique de personnes transformées finirait par créer les conditions d'une révolution sociale pacifique mais profonde. Cette vision prophétique s'est révélée d'une actualité saisissante. Aujourd'hui, nous assistons effectivement à l'émergence d'une conscience collective, nouvelle qui remet en question les modèles de développement purement quantitatif et cherche des alternatives plus équilibrées et plus durables. Les idées de Spinoza sur la vraie prospérité, sur l'importance des relations humaines authentiques, sur la nécessité de respecter les équilibres naturels, sur les dangers de l'accumulation excessive, résonnent avec une force particulière dans notre époque de crise écologique et sociale. Mais la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de l'exemple de Spinoza, c'est que la transformation du monde commence nécessairement par notre propre transformation. Nous ne pouvons pas créer à l'extérieur ce que nous n'avons pas d'abord réalisé à l'intérieur de nous-mêmes. Cette responsabilité peut paraître écrasante, mais elle est aussi extraordinairement libératrice. Elle signifie que nous avons le pouvoir de commencer dès maintenant notre propre révolution, indépendamment des circonstances extérieures. Nous pouvons choisir de développer en nous cette prospérité authentique que Spinoza décrivait. Cette richesse intérieure qui ne peut être ni donnée ni retirée par autrui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités restent cachées pendant des siècles avant de révolutionner le monde? Si ces révélations extraordinaires transforment votre vision de l'existence, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes qui peuvent changer le cours de votre vie. Écrivez-moi en commentaire de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui et l'heure exacte à laquelle vous vivez cette expérience transformatrice. Et si vous suivez cette aventure sur votre téléphone, un petit chipé dans les commentaires ferait des miracles pour faire découvrir ces vérités libératrices à encore plus d'âmes en quête de sens. Nous voici arrivés aux années les plus intenses et les plus dangereuses de l'existence de notre philosophe révolutionnaire.
Entre 1675 et 1577, Spinoza va vivre une course contre la montre. Dramatique pour transmettre à l'humanité ses découvertes les plus précieuses avant que les forces de l'obscurantisme ne l'en empêchent. Définitivement. Mais commençons par une question qui va éclairer tout ce qui suit. Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa vie pour des idées? Qu'est-ce qui peut être si précieux qu'on accepte de tout sacrifier pour le préserver et le transmettre? Pour comprendre les dernières années de Spinoza, il faut d'abord saisir la nature extraordinaire de ce qu'il avait découvert et l'urgence qu'il ressentait à le communiquer au monde. Imaginez la situation. Nous sommes en 1675 et l'Europe traverse l'une des périodes les plus troubles de son histoire. Les guerres de religion font rage. L'Inquisition sévit encore dans de nombreux pays, les bûchers brûlent pour des crimes de pensée et partout triomphe l'intolérance et la superstition. Dans ce contexte terrifiant, Spinoza achève discrètement son chef-d'œuvre, l'Éthique, qu'il sait être une bombe intellectuelle capable de faire exploser tous les dogmes établis. Pourquoi ce livre était-il si dangereux? Parce qu'il s'attaquait simultanément à tous les piliers du système de domination de l'époque. La séparation artificielle entre le corps et l'esprit qui permettait de dévaloriser la matière et la sexualité, la conception d'un Dieu vengeur et capricieux qui terrorisait les foules, l'idée de libre arbitre absolu qui justifiait les châtiments cruels, la croyance en une immortalité personnelle qui rendait les gens manipulables par la promesse de récompenses posthumes. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il proposait une alternative révolutionnaire, une vision de l'être humain comme partie intégrante de la nature, une conception de Dieu comme intelligence immanente à l'univers, une compréhension de la liberté comme connaissance de la nécessité, une spiritualité basée sur l'amour et la compréhension, plutôt que sur la peur et la soumission. Cette vision transformait radicalement la notion même de prospérité. Au lieu de chercher des récompenses dans un hypothétique au-delà, les êtres humains étaient invités à réaliser dès maintenant leur potentiel de bonheur et d'épanouissement. Au lieu de considérer le monde matériel comme un lieu d'exil et de souffrance, ils pouvaient y découvrir une source inépuisable de beauté et de joie. Au lieu de se résigner à leurs conditions de pécheurs misérables, ils pouvaient développer leur nature divine. Pendant ces années cruciales, Spinoza travaillait dans le plus grand secret à la finalisation de son œuvre. Il savait que sa publication déclencherait une tempête de persécution qui pourrait lui coûter la vie. L'exemple de Giordano Bruno, brûlé vif sur ordre de l'Inquisition pour des idées moins révolutionnaires, restait présent à tous les esprits. Mais voici ce qui rend l'histoire de Spinoza si extraordinaire. Malgré tous les dangers, il refusait catégoriquement de modérer ses positions ou d'édulcorer ses conclusions. Quand ses amis lui conseillaient la prudence, il répondait avec cette phrase magnifique « La vérité ne craint pas d'être examinée, seul le mensonge redoute la lumière ». Cette intégrité intellectuelle absolue était l'application concrète de sa philosophie de la liberté. Spinoza avait compris que céder sur l'essentiel par peur des conséquences, c'était déjà accepter l'esclavage intérieur. Mieux valait risquer sa vie physique que de trahir sa vie spirituelle. Pendant cette période de création intense, Spinoza approfondissait sa compréhension des mécanismes psychologiques qui maintiennent l'humanité dans la servitude volontaire. Il identifiait avec une précision chirurgicale les stratégies que les pouvoirs utilisent pour manipuler les masses et les rendre dociles. La première de ces stratégies consiste à créer artificiellement des besoins et des désirs qui ne peuvent jamais être complètement satisfaits. Quand les gens courent constamment après des objectifs illusoires, ils n'ont ni le temps ni l'énergie de questionner le système qui les exploite. Cette observation de Spinoza anticipait de plusieurs siècles les analyses modernes de la société de consommation. La deuxième stratégie consiste à diviser pour régner. Encourager la compétition et la rivalité entre les individus pour les empêcher de s'unir et de découvrir leurs intérêts communs.
Spinoza montrait comment cette logique de division s'infiltrait jusque dans les relations les plus intimes, empoisonnant l'amour, l'amitié, la solidarité familiale. La troisième stratégie, la plus perverse de toutes, consiste à faire intérioriser aux dominés les valeurs de leurs dominateurs. Quand les opprimés adoptent spontanément les critères de réussite de leurs oppresseurs, la domination devient parfaite, car elle n'a plus besoin de contraintes extérieures. Mais encore une fois, cette lucidité critique ne conduisait pas Spinoza au désespoir. Au contraire, elle lui donnait une confiance extraordinaire dans les possibilités de libération humaine. Car si ces mécanismes de domination sont largement artificiels et inconscients, ils peuvent être déjoués par une prise de conscience appropriée. C'est cette conviction qui le poussait à peaufiner inlassablement son éthique, qu'il concevait comme un manuel pratique d'émancipation intellectuelle et spirituelle. Chaque proposition de ce livre extraordinaire était conçue pour démonter une illusion particulière et ouvrir une possibilité de libération. Si les histoires de transformation profonde vous passionnent autant que moi, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne extraordinaire. Vous ne voudrez manquer aucun de ces moments révélateurs qui peuvent changer le cours de votre existence. Et dites-moi, de quel magnifique coin du monde nous suivez-vous en ce moment? Quelle heure affiche votre montre pendant que nous explorons ensemble ces vérités intemporelles? Si vous êtes sur votre téléphone portable, laissez un #hype dans les commentaires. Cela nous aide énormément à partager ces révélations avec encore plus d'âmes en quête de liberté. Nous voici maintenant plongés dans les années les plus productives et les plus dangereuses de la vie de notre philosophe révolutionnaire. L'Europe traverse une période de bouleversement extraordinaire. Et Spinoza, dans sa modeste demeure de La Haye, s'apprête à livrer au monde des découvertes qui vont ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Mais avant de poursuivre cette aventure intellectuelle fascinante, laissez-moi vous poser une question qui va guider notre exploration. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation d'être observé par une intelligence supérieure? Cette impression troublante que quelqu'un ou quelque chose comprend vos mécanismes les plus secrets, vos motivations les plus cachées, vos peurs les plus intimes, c'est exactement ce que ressentaient les contemporains de Spinoza quand ils découvrirent ses analyses psychologiques d'une précision chirurgicale. Car pendant ces années cruciales de 1670 à 1177, Spinoza développait ce qu'on pourrait appeler une anatomie de l'âme humaine, d'une profondeur inégalée. Il disséquait les passions, analysait les mécanismes du désir, cartographiait les territoires obscurs de l'inconscient avec la précision d'un scientifique et la compassion d'un médecin de l'âme. Imaginez la scène. Dans son atelier baigné de la lumière douce qui filtre à travers les lentilles qu'il polit, Spinoza observe non seulement les propriétés optiques du verre, mais aussi les propriétés psychiques de ses visiteurs. Chaque conversation devient pour lui un laboratoire d'observation des comportements humains. Il note comment les gens réagissent quand on remet en question leurs certitudes, ou comment ils se défendent quand on touche à leurs illusions les plus chères, comment ils résistent aux vérités qui pourraient les libérer. Cette période de sa vie est marquée par une découverte révolutionnaire qui va transformer à jamais notre compréhension de la nature humaine. Spinoza réalise que nous ne sommes pas les maîtres conscients de nos désirs et de nos actions comme nous aimons le croire, mais que nous sommes largement déterminés par des forces psychiques dont nous n'avons même pas conscience. Mais attention, ne croyez pas que cette découverte conduise Spinoza au pessimisme ou au fatalisme. Au contraire, elle devient le point de départ d'une libération extraordinaire. Car si nous ne pouvons pas changer le fait d'être déterminés, nous pouvons transformer la nature de ce qui nous détermine. Au lieu d'être esclaves de forces aveugles et destructrices, nous pouvons devenir les collaborateurs conscients de forces intelligentes et créatrices. Cette révolution de la conscience, Spinoza l'appelle le passage de l'imagination à la raison, puis de la raison à l'intuition. Mais que signifient concrètement ces termes apparemment abstraits? Ils décrivent en réalité trois façons radicalement différentes de vivre et de percevoir l'existence. Au niveau de l'imagination, nous vivons dans un monde d'apparence et de préjugés.
Nous croyons que notre bonheur dépend de facteurs externes. Nous nous comparons constamment aux autres. Nous sommes ballottés par nos émotions, comme des feuilles mortes par le vent. Cette façon de vivre génère nécessairement souffrance et frustration, car elle nous met en conflit permanent avec une réalité que nous ne comprenons pas. Connaissez-vous cette sensation épuisante d'être constamment en lutte contre vous-même et contre le monde ? Cette impression que la vie est une bataille permanente où il faut sans cesse conquérir, défendre, accumuler pour ne pas être écrasé par les autres, c'est précisément ce que Spinoza décrivait comme l'état de servitude caractéristique du niveau imagination. Mais pourquoi restons-nous prisonniers de ce mode de fonctionnement destructeur ? Parce que nous ignorons qu'il existe d'autres possibilités. C'est comme si nous passions toute notre vie dans une cave obscure, sans savoir qu'au-dessus de nous s'étend un monde illuminé par le soleil. La première étape de la libération consiste simplement à découvrir que cette cave n'est pas la totalité de l'existence. Le passage au niveau de la raison marque un tournant décisif dans cette libération. À ce stade, nous commençons à comprendre les lois qui régissent notre fonctionnement psychique et nos relations avec autrui. Cette compréhension nous donne un pouvoir extraordinaire, celui de prévoir, d'anticiper et surtout de choisir consciemment nos réactions au lieu de subir passivement nos impulsions. Spinoza donnait un exemple saisissant de cette transformation. Imaginons quelqu'un qui se met en colère chaque fois qu'on le critique. Au niveau de l'imagination, cette personne vit sa colère comme une réaction automatique et justifiée. Elle pense « c'est normal d'être en colère ». On m'a attaqué, je me défends. Mais au niveau de la raison, cette même personne comprend le mécanisme. Ma colère naît de mon attachement à l'image que j'ai de moi-même. Quand cette image est menacée, je réagis par l'agressivité pour la protéger. Mais cette réaction ne fait que renforcer ma dépendance vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Cette compréhension rationnelle ne supprime pas immédiatement la colère, mais elle la transforme radicalement. Au lieu d'être une passion subie, elle devient une information sur notre fonctionnement interne. Et cette information nous donne le pouvoir de choisir. Voulons-nous continuer à être dépendants de l'opinion d'autrui ou préférons-nous développer une estime de nous-mêmes qui ne dépende que de notre propre jugement? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette première libération. Il décrivait un troisième niveau, encore plus révolutionnaire, l'intuition. À ce niveau, nous ne nous contentons plus de comprendre intellectuellement les mécanismes de l'existence. Nous les vivons directement, nous les ressentons dans notre chair et dans notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que nous cessons de nous percevoir comme des individus séparés et isolés, luttant pour leur survie dans un univers hostile. Nous découvrons expérientiellement que nous sommes des expressions particulières d'une intelligence universelle qui se manifeste à travers nous et à travers tous les êtres. Cette découverte transforme radicalement notre rapport à la prospérité et au bonheur. Au lieu de chercher à accumuler des biens pour nous sécuriser face à un monde perçu comme menaçant, nous réalisons que nous sommes partie intégrante de l'abondance universelle. Notre prospérité véritable ne consiste plus à avoir plus que les autres, mais à exprimer de plus en plus pleinement notre nature authentique. Pendant ces années d'intense créativité intellectuelle, Spinoza recevait dans sa maison de La Haye des visiteurs qui venaient du monde entier pour comprendre ses idées révolutionnaires. Parmi eux, il y avait des médecins intrigués par ses théories sur les relations entre corps et esprit, des mathématiciens fascinés par sa méthode géométrique, des diplomates soucieux de comprendre ses analyses politiques et surtout, des hommes et des femmes en quête de sens, qui cherchèrent des réponses aux questions existentielles les plus profondes. L'un de ses visiteurs les plus remarquables était Gottfried Wilhelm Leibniz, le grand philosophe et mathématicien allemand. Leur rencontre, en novembre 1676, reste l'un des événements les plus fascinants de l'histoire de la philosophie. Imaginez ces deux génies face à face, discutant pendant des heures des mystères de l'existence et des possibilités de libération humaine. Mais savez-vous ce qui frappait le plus les visiteurs de Spinoza? Ce n'était pas seulement la profondeur de ses idées,
mais la transformation visible qu'opérait sa philosophie sur sa propre personne. Voici un homme qui avait renoncé à tous les avantages sociaux conventionnels, qui vivait modestement de son travail manuel, qui était rejeté par sa communauté d'origine et menacé par les autorités religieuses, et qui pourtant rayonnait d'une sérénité et d'une joie que n'arrivaient pas à atteindre beaucoup de ses contemporains, beaucoup plus fortunés. Cette transformation personnelle de Spinoza était la démonstration vivante de la validité pratique de sa philosophie. Il incarnait littéralement ce qu'il enseignait. Il était devenu un exemple concret de ce qu'il décrivait théoriquement. Sa vie elle-même était un argument philosophique, une preuve par l'expérience qu'une autre forme de prospérité était réellement accessible. Mais comment s'opérait concrètement cette transformation ? Quelles étaient les pratiques quotidiennes qui permettaient à Spinoza de maintenir cette sérénité au milieu des turbulences de son époque? Car n'oublions pas que nous sommes dans les années 1670, une période particulièrement troublée de l'histoire européenne, marquée par des guerres religieuses, des persécutions, des révolutions politiques, des épidémies. Spinoza développait ce qu'on pourrait appeler une hygiène mentale, d'une efficacité remarquable. Chaque matin, avant de commencer son travail de polisseur de lentilles, il consacrait du temps à ce qu'il appelait ses exercices de liberté. Ces exercices consistaient à examiner lucidement ses réactions émotionnelles de la veille, à identifier les moments où il avait été esclave de ses impulsions et à réfléchir aux moyens de réagir plus intelligemment dans des situations similaires. Cette pratique d'auto-observation n'avait rien de morbide ou de culpabilisant. Au contraire, elle était empreinte d'une bienveillance et d'une curiosité scientifique. Spinoza se regardait fonctionner avec la même objectivité qu'il observait les propriétés du verre qu'il taillait. Cette attitude lui permettait de découvrir ses mécanismes psychiques sans se juger et donc de les transformer progressivement. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de ces exercices quotidiens était ce que Spinoza appelait l'expansion de la conscience. Au lieu de se concentrer sur ses préoccupations personnelles et ses petits problèmes quotidiens, il s'entraînait régulièrement à élargir sa perspective pour embrasser des réalités de plus en plus vastes. Comment procédait-il concrètement ? Il commençait par prendre conscience de sa respiration, de son corps, de l'espace qui l'entourait. Puis il étendait progressivement sa conscience à sa maison, à son quartier, à sa ville, à son pays, à l'Europe, à la Terre, au système solaire, aux étoiles. Cette expansion progressive lui donnait une perspective cosmique qui relativisait immédiatement tous ses soucis personnels. Mais attention, cette pratique ne conduisait pas Spinoza à une forme de détachement indifférent ou d'évasion mystique. Au contraire, elle lui donnait une capacité d'action plus efficace et plus juste. Quand on comprend sa place dans l'ensemble de l'existence, on peut agir de façon plus harmonieuse et plus créatrice. Cette expansion de la conscience avait aussi un effet extraordinaire sur sa perception de la prospérité. Au lieu de voir la richesse comme quelque chose qu'il fallait accaparer aux dépens d'autrui, Spinoza découvrait qu'il participait à une abondance universelle qui se manifestait sous d'innombrables formes. Les couchers de soleil, la beauté d'une démonstration mathématique, la joie d'une conversation enrichissante, l'émotion devant une œuvre d'art, la satisfaction d'un travail bien accompli, toutes ces richesses étaient accessibles à tous sans que personne en soit privé. Cette découverte transformait complètement son rapport à l'argent et aux biens matériels. Il n'éprouvait plus le besoin de les accumuler parce qu'il avait trouvé des sources de richesse infiniment plus satisfaisantes et plus durables. Cette attitude n'était pas le résultat d'un effort moral ou d'une discipline ascétique, mais la conséquence naturelle d'une perception transformée de la réalité. Pendant cette période, Spinoza approfondissait aussi sa compréhension des mécanismes sociaux qui maintiennent l'humanité dans l'illusion de la fausse prospérité. Il observait comment les institutions religieuses, politiques et économiques collaboraient souvent inconsciemment pour créer et maintenir des besoins artificiels qui rendèrent les gens dépendants et manipulables. Cette analyse sociologique était d'une modernité saisissante.
Spinoza décrivait déjà ce que nous appellerions aujourd'hui la société de consommation, avec ses mécanismes de création artificielle du désir, sa logique d'obsolescence planifiée, sa tendance à transformer tous les rapports humains en rapports marchands. Mais là encore, cette lucidité critique ne conduisait pas Spinoza à l'amertume ou au pessimisme. Il y voyait plutôt une opportunité extraordinaire. Puisque ces mécanismes sont largement artificiels et inconscients, ils peuvent être transformés par une prise de conscience collective. Il suffit qu'un nombre suffisant de personnes découvrent leur vraie nature pour que commence une révolution silencieuse mais profonde de la civilisation humaine. C'est dans cette perspective que Spinoza rédigeait son chef-d'œuvre, l'Éthique, qu'il concevait comme un manuel pratique de libération humaine. Chaque proposition de ce livre extraordinaire était comme un outil forgé avec amour pour aider ses contemporains et les générations futures à briser leurs chaînes intérieures. La méthode géométrique qu'il adoptait n'était pas un artifice pédantesque, mais une nécessité psychologique. Spinoza savait que ses conclusions allaient choquer et déranger beaucoup de ses lecteurs, car elles remettaient en question leurs croyances les plus fondamentales sur la nature humaine. La liberté, la moralité, la spiritualité. En présentant ces idées sous la forme de démonstrations rigoureuses, il forçait ses lecteurs à suivre pas à pas un raisonnement logique qui les amenait progressivement à accepter des vérités d'abord difficiles à admettre. Cette progression méthodique était comme un processus thérapeutique qui permettait de surmonter les résistances psychologiques naturelles au changement. Mais derrière cette austérité apparente, se cachait une passion extraordinaire pour la libération humaine. Spinoza ne cherchait pas à impressionner ses lecteurs par son érudition ou sa virtuosité intellectuelle. Il voulait leur offrir des outils concrets pour transformer leur vie, pour passer de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, de l'isolement à la communion. Cette dimension pratique de l'œuvre spinozienne apparaît clairement dans ses analyses des émotions humaines. Au lieu de les condamner moralement ou de chercher à les supprimer, Spinoza proposait de les comprendre pour les transformer. Chaque émotion, même apparemment négative, contenait une information précieuse sur nos besoins profonds et nos possibilités d'épanouissement. Prenons l'exemple de l'envie, cette émotion si destructrice qui empoisonne tant d'existences. L'approche moraliste traditionnelle consiste à culpabiliser ceux qui éprouvent de l'envie et à leur demander de la réprimer par la volonté. Mais cette méthode ne fait qu'aggraver le problème, car elle ajoute la culpabilité à l'envie sans supprimer les causes de cette dernière. Spinoza proposait une approche radicalement différente. Il invitait d'abord à comprendre le mécanisme de l'envie. Cette émotion naît de la comparaison entre notre situation et celle d'autrui, comparaison qui génère un sentiment de manque et d'injustice. Mais pourquoi éprouvons-nous le besoin de nous comparer aux autres? Parce que nous ne connaissons pas notre propre valeur intrinsèque. Parce que nous cherchons à l'extérieur la confirmation de notre propre worth. Cette compréhension ouvre immédiatement des perspectives de transformation. Au lieu de lutter contre l'envie, nous pouvons nous demander comment développer une estime de nous-mêmes qui ne dépende pas de la comparaison avec autrui. Comment découvrir notre unicité irremplaçable? Comment cultiver nos propres talents au lieu de regretter de ne pas avoir ceux des autres? Cette approche transforme l'envie en énergie créatrice. Au lieu d'être une force destructrice qui nous ronge de l'intérieur, elle devient un signal d'alarme qui nous indique que nous ne développons pas suffisamment notre propre potentiel. Elle nous pousse vers une forme de prospérité authentique qui consiste à actualiser nos possibilités les plus profondes. Spinoza appliquait cette méthode transformatrice à toutes les émotions humaines. La colère révélait un attachement excessif à notre image de nous-mêmes et nous invitait à développer une identité plus stable et plus authentique. La tristesse signalait un appauvrissement de notre énergie vitale et nous encourageait à retrouver des sources de joie plus profondes. La peur manifestait notre sentiment de vulnérabilité et nous poussait à développer nos capacités de compréhension et d'action. Cette alchimie émotionnelle était l'un des aspects les plus révolutionnaires de la philosophie spinozienne.
Elle montrait qu'il n'existe pas d'émotions intrinsèquement bonnes ou mauvaises, mais seulement des énergies qui peuvent être utilisées de façon constructive ou destructrice selon notre niveau de conscience. Mais cette transformation des émotions n'était que le premier niveau d'une métamorphose beaucoup plus profonde que Spinoza décrivait dans son œuvre. À mesure que nous développons notre compréhension de nous-mêmes et du monde, nous découvrons progressivement que notre identité véritable dépasse largement les limites de notre personnalité individuelle. Cette découverte progressive de notre nature universelle était ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Cette expression peut paraître mystérieuse ou désuète, mais elle désigne en réalité une expérience très concrète et très actuelle, celle de se sentir en harmonie profonde avec l'intelligence qui organise l'univers. Quand nous atteignons ce niveau de conscience, nous cessons de nous percevoir comme des individus isolés et vulnérables luttant pour leur survie dans un monde hostile. Nous découvrons expérientiellement que nous sommes des expressions particulières d'une créativité universelle qui se manifeste à travers nous et à travers tous les êtres. Cette réalisation transforme radicalement notre rapport à la mort, à la souffrance, à l'échec, à tous ces aspects de l'existence qui nous effraient habituellement. Non pas parce que nous les nions ou les fuyons, mais parce que nous les comprenons comme des aspects nécessaires d'un processus créateur qui nous dépasse et nous inclut à la fois. Cette perspective transforme aussi complètement notre conception de la prospérité. Au lieu de chercher à accumuler des biens pour nous protéger de l'incertitude existentielle, nous réalisons que nous participons à une créativité inépuisable qui se renouvelle constamment. Notre richesse véritable consiste à exprimer de plus en plus pleinement cette créativité universelle à travers nos talents particuliers, nos relations, nos contributions à la vie collective. Pendant ces années d'intense création philosophique, Spinoza développait aussi une vision politique révolutionnaire qui prolongeait naturellement sa psychologie et sa spiritualité. Si les individus peuvent se libérer de leurs illusions destructrices, pourquoi les sociétés ne pourraient-elles pas faire de même? Pourquoi l'humanité devrait-elle rester prisonnière de systèmes économiques et politiques qui génèrent souffrance et injustice? Cette réflexion politique conduisait Spinoza à imaginer des formes d'organisation sociale qui permettraient l'épanouissement authentique de tous les êtres humains au lieu de privilégier seulement une élite dominante. Il rêvait de sociétés où la vraie prospérité, celle qui inclut le bien-être matériel, mental, relationnel et spirituel, serait accessible à tous. Mais comment réaliser concrètement cette vision utopique? Spinoza comprenait que la transformation sociale devait nécessairement commencer par la transformation individuelle. Tant que les êtres humains resteraient prisonniers de leurs illusions égotiques, ils reproduiraient nécessairement des systèmes sociaux basés sur la domination, l'exploitation et la compétition destructrice. C'est pourquoi il consacrait l'essentiel de son énergie à l'élaboration d'une pédagogie de la libération individuelle. Il pensait qu'une masse critique de personnes transformées finirait par créer les conditions d'une révolution sociale pacifique mais profonde. Cette vision prophétique s'est révélée d'une actualité saisissante. Aujourd'hui, nous assistons effectivement à l'émergence d'une conscience collective, nouvelle qui remet en question les modèles de développement purement quantitatif et cherche des alternatives plus équilibrées